Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro d'épisode suivant. Je suis ravi de vous retrouver. Épisode suivant, votre émission sur Tech & Co consacrée au streaming et aux séries qui sortent sur les plateformes qui nous bouffent toutes nos soirées, tout simplement. Nous n'avons plus de vie autour de ce plateau, mais c'est pas grave. Nous allons mettre cette absence de vie à votre profit pour vous parler de ce qui sort. Et l'actualité en ce moment, c'est deux séries qui viennent se percuter. D'un côté, on a The Penguin sur Max et de l'autre, La Chute de Paris sur Canal+. Alors, le point commun entre ces deux séries, elles ne sont pas du même pays, mais là, ce sont toutes les deux des suites de films, des continuations en série de films qui sont sortis au cinéma. La première, c'est la suite de The Batman, le film avec Robert Pattinson, et l'autre, c'est la suite d'une trilogie de films d'action avec Gerard Butler, La Chute 2, il y a plusieurs Maisons Blanches, Londres aussi a tombé, beaucoup de villes sont tombées dans cette série. C'est un phénomène de plus en plus courant, ces séries qui viennent perpétuer des univers de films ou les étendre, et on va donc le décortiquer avec mes deux invités qui sont, comme moi, fanat de séries. Vous avez donc autour de ce plateau Nora Boisouni. Salut. Salut Nora. On va te représenter quand même, présidente de l'association des critiques de séries et autrice de multiples livres sur de multiples sujets. Tu es passionnée par beaucoup de choses, Nora. Et en face de toi, il y a Charles Martin. Salut Charles. Salut Clément. Charles, journaliste série chez Première, toujours. C'est ça, voilà. toujours. Pour ta première sur cette saison 2. C'est ça, comme Nora. Merci à tous les deux de revenir pour la saison 2. Voilà. Vous n'avez pas disparu à la faveur du recasting de Nous n'avons pas chuté à l'instar de ces villes comme tu les décrivais. Vous êtes encore debout jusqu'à la fin de cette émission, au moins je l'espère. Donc, merci à tous les deux d'être venus. Je propose donc qu'on attaque notre débat de la semaine. Voilà, c'est presque du cinéma, mais ça sort en série. Ça s'appelle donc The Penguin. C'est à voir en ce moment sur Max, qui vient donner donc la suite du film The Batman, qui était sorti en 2022 avec Robert Pattinson. Cette fois, c'est pas Batman. Batman n'est pas dans la série. En tout cas, c'est pas le personnage principal, puisque cette série est centrée sur le pingouin, le mafieux de Gotham, un peu difforme, qui vit dans l'ombre pour ses petites affaires. Et en parallèle, donc sur Canal+, on peut voir La Chute de Paris, série déclinaison française, puisque cette fois, c'est une production française, franco-britannique, qui se passe en France, de cette série d'action qui s'appelle La Chute. C'était 3 films sortis entre 2013 et 2019. La Chute de la Maison Blanche, La Chute de Londres et La Chute du Président. Cette fois, c'est donc à Paris que ça se passe. Pas de Gerard Butler pour sauver le monde, mais un casting, dont je disais, franco-britannique, avec un acteur français qui, cette fois, sort les muscles et la mitraillette pour sauver un diplomate. Deux films donc, qui se déclinent en série. Est-ce que ça veut dire que les séries sont, selon vous, aujourd'hui, le prolongement naturel du cinéma ? Ça y est, c'est devenu logique, finalement, de d'étendre ces univers partout, et y compris en série, sur ces plateformes de streaming qui étaient longtemps regardées de loin par Hollywood ? Je ne sais pas si c'est naturel ou logique. Je pense que ça va dans la continuité de ce que l'écosystème et l'industrie des séries cherchent à faire, c'est-à-dire se distinguer de la concurrence, parce que c'est devenu ultra concurrentiel. Ça n'est pas du tout, ça ne rapporte pas beaucoup d'argent, on le sait. En fait, les diffuseurs, les plateformes se sont rendus compte il y a quelques années maintenant qu'ils avaient dépensé énormément d'argent dans plein de projets pour avoir beaucoup de quantité sur les plateformes, au détriment parfois de la qualité, parfois avec des super séries, des trucs incroyables, vraiment originales, avec des voix qu'on n'entendait pas avant, avec des castings incroyables, des sujets super, c'est très léché, etc. Et se sont rendus compte qu'en fait, trop de concurrence, il n'y a pas assez d'argent, ils sont surtout, personne n'est indépendant, il y a les actionnaires derrière qui disent sympa ta petite série d'auteur, mais en fait il n'y a personne qui la regarde, donc t'es gentil, tu vas me faire un spin-off de Batman par exemple. Donc aujourd'hui, il y a une expression qui parasite un peu tous les débats autour, qui occupe plutôt tous les débats autour de la création de séries à Hollywood, qui est le IP, la propriété intellectuelle. C'est-à-dire qu'on va faire de plus en plus de déclinaisons d'univers pop culturels extrêmement connus. Et on le voit aujourd'hui avec, tu le disais, Batman, avec le pingouin. On l'a vu aussi avec Le Seigneur des Anneaux, qui est décliné sur Prime Video en Rings of Power. On a des séries tous les ans, X séries Star Wars. On a les séries Marvel. Voilà, en fait, donc c'est pas tant que c'est forcément des films, ça peut être des bouquins. Ripley est une énième adaptation d'un thriller, en fait. Alors, elle est très réussie à mon sens, mais c'est une énième adaptation. Donc, en fait, l'idée aujourd'hui, c'est on n'a plus les moyens de prendre des risques. Donc, on va faire des choses un peu doudou, rassurantes. Les gens vont s'abonner parce qu'ils adorent tel univers. On va quand même donner de la place à certaines séries originales parce qu'il faut bien contenter tout le monde. Mais en fait, on la joue safe. C'est plus facile de cliquer le soir sur quelque chose qu'on a l'impression de connaître que de prendre un risque. Quand on aime l'univers Star Wars, par exemple, on va se dire, pourquoi pas. Où on va, quoi. Voilà.
Charles, d'accord avec ça, le série cinéma, c'est devenu la même chose aujourd'hui. Ce qu'il faut quand même expliquer au début, c'est que les plateformes appartiennent à des studios, quand même toutes, que Disney+ appartient à Disney, que Max appartient à Warner Bros, et que, comme tu disais Nora, ils se basent sur leur propriété intellectuelle pour développer des nouveaux projets, et que c'est assez logique finalement d'un point de vue économique de faire des franchises en fait, comme ils font au cinéma, ils font tout à une suite. Maintenant la suite elle se décline à la télé sur le petit écran. Je sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose, en tout cas c'est assez logique sur un plan économique, ça fait sens. Alors ça fait sens sur un plan économique, est-ce que ça marche sur un plan artistique? J'ai envie de dire, tu as vu The Penguin, donc la suite de The Batman qui se passe dans la continuité directe, hein. Ça se passe une semaine je crois après les événements du film de 2022. Est-ce que ça marche en série? Est-ce que c'est une bonne adaptation, une bonne suite? En tout cas, c'est pas une mauvaise adaptation. Déjà, c'est pas une mauvaise série, c'est pas raté, c'est pas un produit balancé comme ça pour faire un spin-off de Batman, histoire de dire. C'est une vraie série avec une vision. C'est une série de mafieux, un thriller qui délaisse complètement l'aspect super-héros pour se plonger dans un Gotham un peu dark, etc. Ça révolutionne rien, ça reste un polar un peu classique, mais c'est une bonne série portée par un super casting où Colin Farrell est quand même vraiment bon en pingouin comme il était dans Batman, et par Christine Milioti qui est la révélation de How I Met Your Mother, qui là joue une mafieuse franchement super, et elle est géniale en patron révélé en fille de mafieux qui veut récupérer l'empire de son père, quoi. Et sur la chute de Paris, qui du coup c'est un peu différent, la chute de Paris, parce que c'est pas une suite. Alors tout à fait, la chute de Paris c'est plutôt une nouvelle itération, on va dire, on prend pas de côté, on refait la même histoire, un spin-off, voilà. Ouais, c'est ça. Alors oui, donc Penguin c'est vraiment la suite directe, et plus que ça, c'est même l'apéro avant The Batman 2. C'est-à-dire que ce qui va se passer à la fin de The Penguin est censé avoir des conséquences sur The Batman 2. Même The Batman 2 devrait prendre la suite de The Penguin. Donc si vous n'avez pas vu The Penguin, là... il y a des éléments qu'on va pas comprendre dans le film. Vous risquez d'être un peu à la traîne sur le film quand Batman 2 sortira. Paris Has Fallen, la chute de Paris, c'est un peu différent, c'est vraiment complètement à part. Il n'y a pas de Gerard Butler. Bon, déjà, les trois films se suivaient pas vraiment. C'était trois histoires d'action un peu séparées avec le même type, avec Mike Banning, un peu à la Die Hard, où il y avait John McClane, il lui arrivait des trucs. Là, c'est pareil pour Mike Banning. Là, c'est encore différent. Ça se passe à Paris. C'est le même esprit. Techniquement, c'est le même univers. Mais il n'y a rien qui se croise vraiment. Voilà, c'est une série d'actions un peu indépendante qui porte le nom de la franchise et de l'IP dont on parlait au début, et qui lui permet d'avoir un peu pignon sur rue, en fait. Est-ce qu'il y a eu vraiment dans ce phénomène des films qui se continuent en série, des vraies réussites, des choses qui vous ont marqué? Parce qu'il y en a eu beaucoup, en fait. Alors, on ne parle pas de remake, de choses qui ont été refaites complètement, mais si on donne quelques exemples pour vous donner des idées, il y a eu évidemment Westworld, par exemple, qui est reparti du point de départ du premier film en s'éloignant très très vite, en approfondissant beaucoup sur la philosophie autour de l'IA, des robots, etc. Il y a eu Fargo qui lui a tenté le mode plutôt anthologique, de dire on reprend l'esprit du film, on refait une première saison qui ressemble beaucoup, puis après on fait d'autres choses. Il y a la série dérivée de Dune aussi qui arrive dans pas longtemps, qui là va être très liée au film. On va repartir dans une logique plus proche du pingouin probablement. Est-ce que vous, il y a des choses qui vous ont marqué dans toutes ces tentatives d'étendre les univers sur les plateformes de streaming? Après, c'est des goûts très personnels, à vrai dire, si on s'éloigne de notre métier de journaliste série. Moi, je suis fan de l'univers de Tolkien. Donc, la série sur Prime Video, je l'adore. Elle a beaucoup de défauts et j'en suis bien consciente. Mais moi, je prends un plaisir incroyable. Pour moi, c'est Noël chaque semaine. Là, en ce moment, c'est Noël. Je regarde Tout le monde n'est pas du même avis. Bien sûr, mais moi, c'est cette... Ah oui, et je suis bien consciente. Et il y a des choses sur lesquelles je suis d'accord, sur les critiques sur cette série. Je dis absolument pas qu'elle est dénuée de défauts. En revanche, aimant l'univers, il y a un côté effectivement rassurant et doudou, j'aime bien. Moi, j'adore les orques. Et vraiment, c'est un bonheur de les voir à chaque fois. Plus ils sont bien faits, plus je kiffe. Il y a des personnages qui m'insupportent, des arcs narratifs qui m'insupportent. J'adore les nains. Je trouve que c'est les meilleurs personnages de cette série, de toute façon, et de l'univers, en fait, de Seigneur des Anneaux. Donc, il y a un plaisir un peu facile, on va dire, aussi. Fargo, j'avais adoré les 2-3 premières saisons, les 2 premières. Après, je trouve que c'était dommage. Ça, c'est un peu parti en eau de boudin. Westworld, pareil, j'avais aimé les 2 premières saisons et après, je trouve qu'il n'y avait plus de vision. En fait, je crois que il y a 2 choses. Il y a d'abord, quelle est la vision? Tu parlais de The Penguin en disant c'est classique, mais il y a quelque chose, quoi. Et moi, ce que je trouve important et intéressant, c'est pourquoi on fait une suite, un spin-off d'un univers qui, par ailleurs, est extrêmement connu, où donc on a une fanbase qui est là et qui sera a priori toujours partante pour peut-être commencer et peut-être poursuivre. D'autant plus si on la prend en otage parce qu'on lui dit si t'as pas vu la série, tu vas être dans le film. Ça, je trouve ça pour le coup très bâtard, très mesquin. Mais je me dis si le studio propose de faire un spin-off de quelques franchises que ce soit,
à qui on donne les clés de ce spin-off. Est-ce qu'on les donne à quelqu'un qui a une vision ? Et je pense que dans Westworld, le début, il y avait une vision, Lisa Joy et Nolan avaient une vision et quelque chose à raconter, notamment parce qu'on part quand même d'une franchise qui est très vieille, hein. C'était les années 70, Westworld. Un peu oublié. Moi, je ne l'avais jamais vu, je pense que beaucoup de gens n'avaient jamais vu Westworld, donc ça partait un peu avec une feuille blanche finalement, hein, sur les gens qui ont regardé la série. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on ne donne plus vraiment les clés à des auteurs et des autrices. C'est plutôt, il y a un petit côté, faut cocher les cases, un peu comme l'univers Marvel en film, quoi. C'est faites-moi un blockbuster, un truc un peu consensuel. On va pas demander à des gens de mettre leurs pattes, que ce soit en termes de réalisation ou d'écriture. Et je trouve qu'en fait, c'est toujours une question de vision, de toute façon, les séries ou les films, quoi. Justement, le Pingouin, après, il y a quand même ce côté HBO un peu marqué, parce que Max, c'est quand même la plateforme HBO aussi. Ils ne pouvaient pas faire n'importe quoi. En termes de vision, ils ont quand même tenté quelque chose. Ils ont quand même fait une série. C'est pas une série lambda. C'est aussi une série HBO. Tu disais, c'est vraiment une série qui cible la cible HBO. Et alors c'est pas les Sopranos évidemment, mais qui a un peu cette vibe là. On a fait les Sopranos, bon, on vous refait un peu les Sopranos, mais dans l'univers d'ici, etc. C'est très assumé ça, et ça ils le font avec un peu de vision quand même, avec une certaine patte artistique. Maintenant, ce que tu disais, c'est vrai, c'est la question, c'est de savoir qu'est-ce que ça apporte finalement ces séries là. Quand on fait le Pingouin, ça apporte quelque chose pour ceux qui aiment les thrillers mafieux, etc. Il y a quand même quelque chose d'intéressant. Pour les séries Marvel, on peut parfois se poser la question. Des fois, elles existent juste pour avoir le plaisir d'exister et de grossir un peu le catalogue Disney+. Et des fois, c'est pas très réussi. Oui, Marvel, c'est un peu la boursouflure de tout ce qu'on dit. C'est-à-dire qu'au début, on s'est dit pourquoi pas, tiens, des personnages secondaires de films qu'on aimait plutôt bien, Wanda, etc. Bon, la sorcière rouge, Vision, bon. C'est la première série, WandaVision avait cette vision, il y avait justement, sans mauvais jeu de mots, une patte artistique, une volonté de transformer un peu quelque chose en un produit télévisuel, justement un peu méta. Et depuis, effectivement, c'est devenu un peu chaque super-héros dont les créateurs de l'univers se disent tiens, on pourra en avoir besoin dans tel film dans 6 ou 7 ans, on va lui faire une série, comme ça les gens sauront qui c'est. On peut l'avoir, pas l'avoir, ça change pas grand-chose. Loki, moi j'avais beaucoup aimé la première saison parce que on a développé un personnage, quoi. Et je trouve qu'il était vraiment très bien écrit, bien réalisé. Film, etc. En revanche, je trouve que le Mandalorian, pour prendre un autre univers très connu, l'univers Star Wars, je trouve que c'était assez réussi au début. Moi, ça m'a perdu, j'ai trouvé ça très ennuyeux au bout d'un moment, très répétitif. Et pourtant, je suis pas une fan du tout de l'univers Star Wars. Mais le Mandalorian, il y avait quelque chose justement qui m'attirait, moi, n'étant pas fan de Star Wars du tout. Et c'est pas que j'aime pas, c'est que vraiment ça me laisse de marbre. Il y avait quelque chose, on sentait que c'était une série justement qui s'adressait à un public au-delà d'un public déjà conquis, disons. Oui. Non, mais il y avait ce style western. Après, pour revenir sur les séries Marvel, il faut quand même avoir en tête que Marvel, c'est des comics. Donc, il y a toujours pléthore de comics et d'univers en permanence. La masse d'adaptation est inépuisable. Voilà, et comme ça. Donc, il y a de toute façon une espèce de profusion de personnages qu'on n'a même pas encore effleuré. Il y en a encore des centaines qui ne sont pas apparus. À partir du moment où Kevin Feige à Marvel Studios ont envie d'explorer les personnages, c'est pas forcément un truc à mépriser. C'est aussi possible d'avoir envie d'explorer les comics Marvel, etc. et de profiter du format série pour le faire. Quand ils font Agatha Harkness, là, qui diffuse en ce moment sur Disney+, Agatha Harkness, c'est gentil, c'est une série de sorcières sympathique qui parlera à ceux que ça amuse, et ceux qui s'en foutent complètement regarderont autre chose. Mais on peut aussi faire une série sur Agatha Harkness en piochant le personnage dans le comics et s'amuser avec, c'est pas interdit non plus. Oui, moi je trouvais que c'était intéressant dans l'univers Marvel, par exemple la série sur Kamala Khan. Ouais. Pour le coup, c'est un personnage. Miss Marvel, du coup. Miss Marvel, qui est un personnage qui, pour le coup, d'origine pakistanaise, qui clairement n'aurait jamais eu le droit à un film avec un budget à 100 millions. Un personnage d'origine pakistanaise, super-héros, autant dire que ça n'aurait jamais marché. L'avantage, c'est qu'en série, au moins, on a pu faire quelque chose, lui donner une vie. Après, c'était critiquable ou pas sur la réalisation, sur ce que ça avait donné, mais au moins, ça a apporté quelque chose qu'il était clair qu'on n'aurait jamais vu à chaque au fois, cinéma. Ils comptent quand même un petit truc. Sur Miss Marvel, il y avait la mise en scène des réalisateurs de Bad Boys qui avaient voulu faire un truc très pop. C'était visuellement un peu différent. Alors, ça tient pas sur 8 épisodes. Oui, voilà. C'est souvent trop long. Mais il y avait quand même une petite touche. Il y avait quelque chose, quoi. Sur Agatha, c'est pareil. Il y a quand même une petite touche hocus pocus, très influencée, etc. Donc voilà, si on n'aime pas, on va voir autre chose. Mais ces séries-là, elles ont le mérite d'exister aussi pour ça, pour tenter d'autres choses, un pas de côté dans l'univers de Marvel. Voilà. Je crois que les moins bonnes séries Marvel sont celles qui sont trop impliquées dans la franchise et qui ont trop envie d'être une continuation. Pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, c'est tout à fait juste. Quand tu parlais du fait que le Pingouin se situe juste après The Batman et que, a priori, on nous dit que si on n'a pas vu le Pingouin, on va être un peu paumé pour accrocher le wagon pour le prochain Batman. Il y a aussi l'enjeu d'occuper le terrain en permanence. Oui.
tout à fait. Et là, on est sur des séries qui, en fait, sous couvert aussi, alors je dis pas qu'ils ils ont des dessins très sombres et manipulateurs, mais sous couvert de développer des personnages, comme tu le dis, en plus il y en a pléthore, et surtout, on a bien vu ça avec le multivers. Alors là, le multivers Marvel, on peut faire ressusciter des gens là, c'est H24, limite, avec Spider-Man, on on l'a vu, on fait ce qu'on veut, il n'y a aucune limite, le lore, il est extensible à l'infini. Il y a cette facilité qui est, pendant qu'on n'est pas au cinéma, on est dans votre télé. On vous lâchera jamais. Et on vous lâchera jamais. Ouais. Donc il y a toujours ce truc-là. Donc c'est occupé. Et n'allez pas voir ailleurs. On va continuer à vous occuper. Malgré tout, tu l'as esquissé un petit peu. On a parfois aussi des bonnes idées ou en tout cas des bonnes surprises. Tu parlais de Westworld qui a permis de faire revivre un peu un film qui était oublié ou que personne n'avait vu. Que je suis pas sûr que les gens l'aient vu d'ailleurs après avoir regardé Westworld, mais je pensais aussi à Mercredi dans ce genre-là qui a fait revivre la famille Addams, qui était une vieille IP. Qui a eu son heure de gloire, hein, pour le coup, c'est quand même plus connu que Westworld, mais la série a redonné une espèce de hype, un gros coup de jeune. On l'a vu, ça a cartonné chez les jeunes, sur les réseaux sociaux, c'était la série la plus vue sur Netflix pendant un moment. C'était plutôt une bonne surprise, ça permet de faire revivre aussi des œuvres qui ont un intérêt. La famille Addams, c'est quand même quelque chose d'assez chouette à revoir, quoi. En fait, encore une fois, c'est qu'est-ce qu'on en fait, quoi. C'est est-ce qu'on la modernise? Et là, clairement, il y a eu une excellente idée de Mercredi, de moderniser cet univers. Encore une fois, je trouve que les réussites sont quand tu as une vision créative et surtout quand on donne les clés à des gens en leur disant tu as une réelle semi-liberté, hein, quand même. On va pas nous te dicter quoi faire, comme on le voit trop souvent et comme on le sent quand on regarde des séries ou des films. On se dit non mais là on voit bien que c'est cadenassé par le studio, c'est cadenassé. Voilà, c'est une commande en fait, et c'est une commande où on n'a pas donné les clés au créateur et à la créatrice. Donc je pense que c'est vraiment ça, et le public ne s'y trompe pas non plus. On n'est pas non plus dupe, qu'on soit journaliste série ou qu'on soit pas critique de série, qu'on regarde de manière un peu plus, on va dire, tranquille, libre, les séries sans en juger la teneur, le fond, la forme, où on se dit bon là je vois bien qu'on me propose un truc qui est quand même du réchauffé. Et là, on me propose un truc vraiment intéressant. Après, les séries de l'ordre de Mercredi coûtent quand même beaucoup d'argent, sont un sacré investissement à Netflix, donc n'ont pas trop intérêt à se planter. Il y a aussi une question de pognon là-dedans. On se dit, vu ce qu'on investit, si ça se plante, c'est vraiment un peu catastrophique, quoi. Je voulais qu'on termine ce débat par... retourner le miroir, l'effet inverse, parce qu'il y a aussi, on a parlé des séries qui étendent les films, mais il y a aussi des films qui viennent ponctuer des séries qui ont peut-être plus les moyens de s'offrir une dernière saison, qui ont été annulées, etc., qui trouvent un peu cette porte de sortie, de dire faisons un film. Il y en a eu pas mal, hein. On peut citer Downton Abbey, on peut citer Entourage, Twin Peaks évidemment il y a quelques décennies maintenant, Sex and the City, il y a un film Peaky Blinders en préparation, on en parlait aussi tout à l'heure. Est-ce que c'est un pont qui vous paraît aussi logique? C'est-à-dire que tout ça participe de la même logique? Finalement, une série qui devient un film qui devient une série aujourd'hui, c'est la même chose? Moi, je pense que la logique est moins évidente. Ok. Ouais, parce que les gens qui sont habitués à voir une série, des personnages déjà chez eux au fond d'un canapé, sont pas tout à fait prêts forcément à aller les suivre au cinéma. Et ensuite, quand ils les suivent pendant 8-10 épisodes, etc., quand on leur condense tout ça en 1h20, 1h30, souvent c'est très frustrant et souvent ça donne des choses pas terribles. Bon, l'exemple le plus flagrant étant Sex and the City, qui a produit deux horribles films. Bon, voilà, 3 même, non? Il me semble qu'il y en avait peut-être 3, je sais plus. Peut-être à quel point il était horrible, j'en ai vu un troisième. Mais bon, voilà. Et tu te dis que finalement, les séries, elles sont bien quand elles sont diffusées sur le petit écran, et quand elles passent au grand, c'est jamais forcément plus facile d'étendre que de compresser, peut-être aussi, dans la narration. En fait, il y a toujours ce truc qui est quand même très pénible, de croire que, et on l'entend encore, hein, qu'une série, c'est un film de 8 heures. Ouais. Et on a des créateurs de séries qui viennent vous le dire, hein. Moi, je me rappelle, Arnaud Desplechin, un jour en plateau, parlait de The Wire en disant « mais c'est un film formidable ». Et je le reprends, je lui dis « une série, vous voulez dire ?» Et il me dit « ah non, un film ». Je dis « mais c'est pas un film, The Wire ». Il me dit « non, mais vous savez, c'est tellement cinématographique, et voilà. » Et je déteste ce genre de discours. Et on a beaucoup justement de gens du cinéma qui se mettent aux séries parce que c'est un peu cool d'en faire, parce qu'on les appelle, on leur dit tiens, t'as une vision. C'est là qu'il y a l'argent aussi. C'est ça, économiquement c'est intéressant pour les studios d'avoir ça, et qui vont faire des séries plus ou moins médiocres ou catastrophiques. On se rappelle de l'échec de Vinyl, hein, de Scorsese, qui était quand même une série ratée. Ouais. Mais donc ces gens qui viennent nous expliquer qu'en fait, j'ai fait un film de 8 heures, quoi. Et on le voit, nous public, hein, je parle pas juste nous journalistes qui sommes habitués à machin, qui tergiversons sur les formats, les trucs. On voit bien que le découpage est pas bon, on voit bien que ça n'est pas une écriture sérielle, c'est quelqu'un à qui on a filé les clés, on lui a dit tu me fais 8 heures,
Et après, on coupe, comme on peut. Quoi. Donc, il y a aussi ça qui est irrespectueux complètement des fans de séries, des fans des communautés sur telle ou telle série, et puis juste du public en général, et surtout du médium série, du médium sériel. La série n'est pas un sous-genre du cinéma, la série, c'est pas du sous-cinéma. C'est une écriture spécifique avec des codes à respecter, et c'est pas un film de 8 heures. Donc, sur ces espèces d'extensions de l'univers, moi, là où je vais être moins exigeante, ça va être effectivement sur les séries qui ont été arrêtées. Et tu vois, Community, on attend le film Community parce que c'est quand même le slogan depuis le début d'avoir ce film qui vient clore quelque chose. Mais est-ce qu'aujourd'hui on a envie de le voir ? Est-ce qu'on a envie de le voir ? Exactement. En fait, vraiment, parce que quand Community est sauvé par Yahoo il y a une douzaine d'années et qu'ils font la 6e saison, c'est catastrophique. Eh oui. Véronica Mars, la même chose. Véronica Mars, c'était pas très réussi. Catastrophique. Le film Véronica Mars, qui a eu lieu un peu avant la saison 4 de Véronica Mars, c'était pas si raté que ça finalement. Parce qu'il était vraiment fait par les mecs de la série et par les producteurs de la série. Morale de l'histoire, faut laisser mourir les séries quand elles meurent de parfois leur mort un peu dure. Faut accepter que ça s'arrête. Juste un mot peut-être sur la France, parce qu'on a parlé beaucoup d'Hollywood. En fait, c'est très hollywoodien comme procédé, les IP. En France, on a un peu moins, on va dire, ce genre de réflexion. Les studios n'ont pas aussi des licences suffisamment fortes parfois. Il y a quand même 2 exemples qu'on a récemment de pont entre les séries et les films. C'est Kaamelott, série du petit écran par excellence, qui a commencé par des 2 minutes 30, puis qui est passé carrément au long métrage de quasiment 2 heures. Le Visiteur du futur aussi, qui s'est offert un film il n'y a pas longtemps. Est-ce que ça veut dire qu'on prend un peu le pli, qu'on commence aussi en France à capter que ces 2 médiums qu'on peut utiliser Moi, je crois pas, ça reste encore très marginal, globalement. Déjà parce qu'il y a franchement, il y a déjà beaucoup moins de franchises en France. On fait beaucoup moins de franchises qu'à Hollywood, où c'est vraiment ancré dans l'ADN d'Hollywood. Chez nous, c'est pas du tout le cas. On fait très peu de ça. Donc, beaucoup moins d'IP aussi sur lesquels s'appuyer. Maintenant, il y a quand même l'exemple de Clapiche. Qui a fait la trilogie de Berger Espagnol et qui l'a porté au petit écran avec la Drake, que moi j'avais trouvé super, qui était vraiment une belle extension du truc et qui montre que ça peut être fait aussi en France, qu'il n'y a pas de raison de s'en priver. Et je pense que dans les années à venir, on s'en privera pas. Je pense que là, on va commencer à faire la même chose que les Américains. On va tu te demandes à partir de quoi, du coup, je me dis sur des choses un peu vieilles, un peu comme ça, un peu vieilles, dans le sens où le Berger Espagnol, ça commençait à dater. Non, mais tu peux dire, je pense que mais le truc, c'est que de toute façon, en France, il y a encore un auteurisme incroyable, c'est-à-dire la place prépondérante du réalisateur, etc. Donc, on va demander à des réals de cinéma, mais on va leur demander à eux d'essayer de décliner des choses qu'ils ont pu faire. Après, c'est vrai que Clapiche avait eu la force d'esprit de se mettre en retrait, laisser des jeunes auteurs prendre le relais, ce qui ne sera pas forcément le cas de tous les réalisateurs, de laisser leurs films à d'autres. Typiquement, on parlait de Kaamelott et le Visiteur du futur, ça reste quand même des œuvres de leur auteur. Tout à fait. François Descraques pour le Visiteur du futur et Alexandre Astier pour Kaamelott, qui sont encore tout puissants sur ces adaptations-là. C'est la fin de ce débat, qui était passionnant, on aurait pu continuer, mais on va passer à nos séries de la semaine. Elles ne sont pas adaptées de films, il me semble pas. Non. C'est pas des suites. Et voilà, un peu d'originalité, ça va pas nous faire de mal, même si on a une. Vous allez voir, c'est quand même une licence. On va pas se mentir. Allez, c'est parti, c'est les séries de la semaine. Allez, on va commencer avec ta série, Nora. Série qui est un excellent choix, si je puis me permettre. Voilà, tout simplement. Je te remercie. Série qui est une série britannique, ce qui est déjà un premier marqueur souvent de qualité. Petite case cochée déjà, série britannique en général. On les aime pas pour tout, les Anglais, mais pour leur série, c'est ça qu'on les aime beaucoup. Est-ce que tu parles du football ? Par exemple. Voilà, j'en étais sûr. Par exemple. On a beaucoup de choses à dire sur les Britanniques, ce sera l'objet d'un autre podcast. Utopia. Ça s'appelle, c'est une série à revoir parce que c'est pas récent. Alors c'est sorti il y a quand même 11 ans. C'était 2013 la première saison, il y a 2 saisons. Série de Dennis Kelly qui était sur Channel 4 il me semble à l'époque. Tout à fait. Et là c'est Arte qui la met à disposition gratuitement. Sur arte.tv jusque fin octobre. 31 octobre, exactement. Donc ne tardez pas trop. Ne tardez pas trop. C'est une série, moi c'est dans mon cœur depuis longtemps. C'est une série qui est une de mes séries préférées, que je recommande souvent à des gens qui me disent j'ai vu un peu tout. Qu'est-ce que j'ai pas vu? Donc je leur dis, il y a 10 ans, tu regardais pas de série. Donc en fait, tu as encore beaucoup de choses à rattraper, petit padawan. Utopia, c'est un thriller survitaminé parce que c'est des couleurs saturées au possible, ça pique les yeux. On n'est plus vraiment habitué à avoir des couleurs comme ça à la télé. Donc c'est du jaune, du rouge, c'est un peu Disneyland les couleurs. Et c'est intéressant parce qu'on n'est pas du tout chez les bisounours ni à Disneyland. On est dans un thriller très très violent.
très sanguinolent et conspirationniste. Donc le pitch, rapidement, c'est une bande de gens qui sont sur un forum d'un comics qui s'appelle Utopia. Ils se connaissent pas. Et un jour, il y en a un qui arrive et qui dit « j'ai chopé le tome 2 ». Et tout le monde dit « mais il n'existe pas le tome 2, tout le monde le sait, c'est une légende, c'est un mythe, etc. » Et donc, ils vont se rencontrer et en fait, ils sont surveillés par une organisation un complotiste, un truc un peu mystérieux, qui va les pourchasser. On assiste à des scènes de torture très pleines d'hémoglobine. Ouais. Et donc, c'est une série qui... Alors, il faut la prendre au second degré, évidemment, parce que c'est quand même très... difficile à regarder pour certaines scènes de violence. Vous saurez très vite où est Jessica Hyde. Pourquoi vous avez peut-être des potes qui font la blague sur Jessica Hyde. Ne regardez surtout pas le remake américain qui a été fait. Je trouve que c'est une catastrophe. C'est une boucherie. Comme souvent, quand les Américains font des remakes. Comme souvent quand ils font des remakes de séries britanniques. Ouais, je pense que ça marche pas très bien. En tout cas, c'est en 2 saisons. Donc, j'en dis pas plus exprès parce qu'en fait, c'est compliqué de pas spoiler. Il y a beaucoup de mystères dans cette série. Il y a beaucoup de mystères. Vous verrez de quoi parle ce comics. Vous verrez que ça parle. Alors, ça parle de science, ça parle de conspiration, ça parle sur la Terre. Est-ce qu'on est beaucoup? Voilà, je peux pas dire beaucoup plus que ça. Voilà. Et il y a notamment une scène que vous verrez, qui est une de mes scènes une scène de série préférée de l'histoire des séries, dans un aéroport, avec un personnage qui parle à une mère. Voilà. Et ben voilà, ça fait déjà... Quel teasing. Le teasing est fou. Si avec ça, vous n'allez pas voir Utopia sur arte.tv, dispo jusqu'au 31 octobre, je sais pas ce qu'il vous faut. Parce que même moi, j'aurais pas fait mieux, très clairement, alors que c'est une de mes séries préférées également. On va revenir en France. Ouais. Avec une série que tu as envie de défendre, Charles. Une série dont on a un peu parlé dans l'actu récemment. Ouais. C'est Zorro. Tout à fait. Zorro est de retour, sous les traits de Jean Dujardin. Ouais, alors c'est pas le Zorro espagnol qui a diffusé aussi sur M6+. M6+, tout à fait, c'est plus Sisplay. Sur M6+, c'est le Zorro français. Tout à fait, qui est sur Paramount+, c'est ça? Paramount+, pour l'instant, ouais. Donc sur Canal+, parce que depuis peu, le catalogue Paramount+, est dispo sur Canal+. Et qui va arriver sur France 2 prochainement. Donc c'est une version de Zorro comique. Ce à quoi on ne s'attend pas forcément au début. Donc ça peut déstabiliser un tout petit peu quand on rentre dans Zorro et qu'on s'attend à Antonio Banderas. Là, c'est vraiment, on parlait de pas de côté, on est vraiment dans le pas de côté. Là, c'est vraiment la comédie, dans la farce. Peut-être plus proche de la série France 3 qu'on voyait quand on était plus jeune. Ah non, alors c'est vraiment plus loufoque que ça. Encore plus loufoque. On est chez OSS 117 en fait. Ok, d'accord. Alors c'est un peu moins comédie qu'OSS 117 parce qu'il y a toute une partie sur la dualité de la personnalité de Don Diego de la Vega et de Zorro qui ne s'entend pas avec lui-même globalement. Mais c'est assez drôle, honnêtement, c'est plutôt bien écrit. Donc c'est Noé Debré et Benjamin Charby qui ont écrit ça. C'est plutôt malin, c'est bien fait et Jean Dujardin est excellent. Il s'éclate franchement. Il a le sourire de Guy Williams, donc parlait de la vieille série de France 3. Il a le même sourire, donc avec son masque, face caméra. C'est assez surprenant. Je sais pas s'il a bossé. Il y a un petit côté Monty Python aussi dans le côté loufoque. Après, le défaut de la farce, c'est que ça raconte pas non plus grand chose. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, ça tourne un peu en rond. La comédie est marrante, mais on se demande un peu où ça va, quoi. C'est un tout petit peu limité. Après, il y a tous les personnages autour, second rôle, qui permettent d'apporter quelque chose. Et Grégory Gadebois qui joue le sergent Garcia. J'adore Grégory Gadebois. On adore cet acteur. On adore Grégory Gadebois. On adore tous Grégory Gadebois. Et là, moi, j'aimais beaucoup le sergent Garcia, donc ça peut être un bon combo. Bah ouais, parce qu'en fait, ils en ont fait une espèce de profiler obsessionnel qui traque Zorro et qui pense toujours avoir la bonne réponse, etc. Parfaitement dépressif au début de la série. Il y a une scène formidable où il écrit une lettre à Zorro pour lui expliquer que voilà, c'est une lettre, prête une lettre d'excuse pour passer à autre chose, etc. Enfin, vraiment, c'est vraiment très très drôle. Maintenant, ça reste un drôle d'objet. C'est un peu déconcertant et on se demande comment ça va passer sur France 2. C'est censé être en prime time. Ça va arriver normalement sur France 2 on n'a pas de date, quelques semaines, fin d'année. L'automne ou peut-être début d'année prochaine. Voilà. Franchement, on n'a pas de date. Mais on se dit que voilà, c'est un drôle d'objet pour un prime du lundi ou du mardi soir sur France 2. Ça risque d'être un peu chelou, mais pourquoi pas. On aura l'occasion d'en reparler justement quand ça sortira sur France 2. Ce sera accessible à un plus grand nombre, un plus grand public. Parce que bon, certes, Paramount est diffusé via Canal, ce qui fait quand même une belle base. Mais ça sera sans doute encore plus vu quand ce sera sur France 2. On a hâte de découvrir ça. Merci à tous les deux de m'avoir accompagné pour cette passionnante émission à revoir comme toutes les autres. Vous avez l'habitude en replay sur notre site Tech & Co, sur YouTube, en podcast sur toutes les plateformes audio. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour l'épisode suivant.